Merci Jonas. Et je profite aussi pour remercier pasteur Sylvain Toussignan qui n'est pas là ce soir, mais je pense que son épouse lui passera le message. Merci pour l'invitation, la proposition de pouvoir m'exprimer ce soir avec vous sur ce sujet si passionnant. Alors, vous le verrez au fur et à mesure de la soirée, mais je suis passionnée par le couple, passionnée par la famille. Et je crois que c'est Dieu qui l'a mis sur mon cœur parce que je crois à la base que c'est sur le cœur même de Dieu. Le couple, la famille sont sur le cœur de Dieu. Dieu veut pour chaque couple et chaque foyer, il a des projets de bonheur, des projets merveilleux. Et son désir, c'est qu'on puisse entrer pleinement dans ces projets de bonheur. Vous êtes d'accord avec moi ? Amen. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet important de la vie de couple, la sexualité. Et avant d'aller plus loin, une petite question. Qui a reçu à son mariage un manuel avec le mode d'emploi pour une sexualité épanouie tout au long de la vie ? Quelqu'un en a reçu un ? Moi non plus. Deuxième question, est-ce qu'à la naissance de vos enfants, pour ceux qui ont eu des enfants, vous avez aussi, en même temps que le bébé est né, reçu un manuel, mode d'emploi, comment éduquer mon enfant, l'élever, ça veut dire quoi, tel pleure, tel crie. Quelqu'un a reçu un manuel aussi ? Personne. Et pour le deuxième enfant, quand le deuxième arrive, on se dit c'est bon, j'en ai eu un, je sais comment ça marche, mais ça dit quelque chose à quelqu'un que quand le deuxième arrive, on se dit mais comment ça se fait qu'il ne réagit pas pareil que le premier ? Pourtant, je pensais que je savais faire, mais je ne sais plus. Oui, il y en a à qui ça parle ? Bon, et bien en fait, c'est un peu pareil pour le couple. En fait, chaque couple est unique. Il n'y aurait pas un mode d'emploi général qui va correspondre à chaque couple, mais chaque couple est unique parce qu'on est une personne unique avec une autre personne unique qui forme un couple unique. Autant de couples qu'il y a sur la Terre, autant chaque couple est vraiment unique et différent. Et chaque couple va faire son propre mode d'emploi, il va faire sa propre recette pour former un couple épanoui et une sexualité épanouie. Donc, on continue, on va plus loin et on va bien resituer les choses à leur bonne place avant d'attaquer la première partie. Qui a créé la sexualité ? On est bien d'accord ? Ok, il l'a créée pour la procréation, multiplier la terre, etc. Puis, est-ce qu'il l'a créée aussi pour que ce soit un sujet honteux, tabou, un peu gênant ? Non, vous êtes d'accord avec moi ? Un verset quand même qui nous le montre bien. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse, que ses seins te rassasient constamment, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Si c'est pas beau, ça, si Dieu n'a pas créé aussi la sexualité pour le plaisir et pour qu'on en profite ensemble, que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse, que ses seins te rassasient constamment, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Waouh, il y a du rythme là quand même. Et je crois que Dieu veut vraiment qu'on vive la sexualité qu'il a créée pour qu'on la vive dans toute sa dimension de plaisir. Sauf que le péché est venu et le péché est venu comme un petit peu biaiser cette image de la sexualité, venu un peu comme la salir et ça devient comme un sujet tabou. Vous êtes d'accord avec moi ? Pas toujours facile d'en parler. Et puis, il y a même des déviances sexuelles, des choses comme ça qui font qu'on est comme un peu perdu dans cette société où la sexualité, c'est bien, c'est mal, on ne sait plus. Et trop de couples passent à côté de ce cadeau merveilleux que Dieu a créé quand il nous a créé l'homme et la femme. Trop de couples passent à côté. Et ça, c'est vraiment un fardeau sur mon cœur, c'est que si Dieu a créé quelque chose de bon, pourquoi je n'y aurais pas le droit ? Pourquoi tu n'y aurais pas le droit toi non plus ? Pourquoi tu passerais à côté parce que tu as des blessures, des souffrances, parce qu'il y a le péché ? Non, Dieu a des projets de bonheur aussi pour votre couple et votre sexualité. Et ce soir, mon désir, c'est qu'en rentrant chez vous, chacun, vous puissiez vous dire, tiens, moi, j'ai une sexualité dans mon couple, je suis ici. C'est correct, ou alors c'est plutôt difficile, ou alors c'est plutôt douloureux, mais je vise là. Ok ? On va aller ensemble ce soir, c'est pas un mode d'emploi que je vais donner, mais c'est des pistes de travail, de réflexion, des pistes pour mieux comprendre comment fonctionne mon propre corps, le corps de la femme, le corps de l'homme, quels sont les enjeux dans la sexualité, quels sont les facteurs qui vont influencer une sexualité dans le couple pour qu'elle soit bonne et épanouie. Ça, c'est ce qu'on va voir ensemble, en tout cas en 1 heure
je ne pourrai pas tout voir avec vous, mais des éléments clés en tout cas. Puis quand vous allez rentrer chez vous, parlez. Ce soir, demain, samedi, dimanche, prenez un moment, parlez-en. Mais mon désir, c'est que vous visiez, waouh, ce soir, j'ai appris des choses où j'ai envie de vivre ce cadeau de Dieu. Je veux récupérer ce que le diable m'a volé. Je veux récupérer le terrain qu'il a volé dans mon couple et je vise ça avec mon mari, avec ma femme. Amen. Bon, alors vous êtes prêts? On attaque cette partie sexualité épanouie. Mode d'emploi. On va parler du fonctionnement des corps. Pour optimiser la qualité de nos relations sexuelles, il est indispensable de bien connaître son corps, comment il fonctionne et comment il peut être stimulé. Déjà, c'est un premier point, ça passe par là. Et l'homme et la femme, à ce niveau-là, ne sont pas logés à la même enseigne. Je pense que ceux qui sont en couple l'auront remarqué. Voilà. J'ai entendu un « ah ouais ». C'est parlant, hein? Ouais, c'est très parlant. On va justement un petit peu expliquer ça ce soir. Donc, pour l'homme, les éléments favorables au désir et à l'excitation, on va en parler quelques minutes et puis après on parlera de longues minutes sur les éléments favorables pour la femme. Alors, le sexe de l'homme est à l'extérieur. Jusque-là, je ne vous apprends rien, mais tout est à l'extérieur. Le sexe de l'homme est la zone qui est la plus érogène, mais il est à l'extérieur. La femme, on verra après, c'est un peu différent. Et donc, pour lui, c'est assez inné, instinctif, tout ce qui est relié à sa sexualité. Depuis qu'il est petit, qu'il grandit, la puberté, etc., c'est à l'extérieur. Là où je veux en venir, c'est après aux 3 types d'érections qu'il peut connaître, mais avant, juste vous dire que sachez qu'entre 15 et 40 ans, l'homme connaît des poussées de testostérone toutes les 15 minutes. Toutes les 15 minutes, il y a une petite poussée de testostérone qui peut être responsable d'une pensée sexuelle. D'accord? Donc souvent, l'homme va avoir un peu plus de désir, un peu plus de pensée sexuelle que la femme, parce que la femme, heureusement, qu'elle n'a pas la testostérone qui sort tout le temps, sinon elle ne ressemblerait plus beaucoup à une femme. Mais donc voilà, l'homme, il y a ça, puis il y a d'autres choses aussi qui font que l'homme a un peu plus de désir sexuel que la femme, de manière générale, attention. Parfois, c'est l'inverse qui se produit, puis ça s'explique par d'autres raisons, mais je vous parle vraiment de manière générale ce soir. Donc, l'homme a 3 types d'érections. J'en parle exprès parce que je voudrais que vous compreniez les différences après entre hommes et femmes. Il y a l'érection réflexe, qui va être due à la stimulation mécanique génitale sur les récepteurs sensitifs du pénis. D'accord? Donc, toucher, caresse, ça va provoquer une érection réflexe. Le deuxième type d'érection, ça va être l'érection psychogène. Là, c'est les stimulations sensorielles non génitales. C'est ce qui se passe par la vue. La sexualité de l'homme est directement connectée à la vue. C'est pour ça, mesdames, qu'il faut que vous ayez confiance. Dieu a bien fait les choses. Il nous a faites femmes avec des formes belles. Et l'homme, il l'a fait stimuler directement par la vue pour qu'il puisse profiter de sa femme, de sa jolie femme. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, je ne vous ai pas perdu. Donc, mesdames, prenez confiance en vous, prenez soin de vous. Votre mari a besoin et aime vous regarder. Votre mari a besoin de remplir sa banque d'images avec votre corps et non pas avec le corps d'une autre ou avec des images ou autres, mais il a besoin de remplir sa banque d'images de vous. Alors, prenez confiance en vous. N'hésitez pas à vous mettre à nu, habillé devant lui, mais je veux dire, n'hésitez pas à être bien dans votre peau avec votre mari, il en a besoin. L'imaginaire aussi va le stimuler. À l'idée de rentrer, retrouver sa femme, l'idée d'un moment intime, etc. Ça va le stimuler, ça rentre dans l'érection psychogène. Et puis l'érection spontanée, qui est pendant le sommeil paradoxal, la nuit ou au petit matin. Donc l'excitation de l'homme, on le voit, est centrée à l'extérieur de lui et non pas à l'intérieur. Les éléments physiques, les éléments imaginaires, etc., le toucher, vont pouvoir le stimuler. Il y a autre chose qui va stimuler l'homme aussi. C'est un peu plus subtil, mais le fait que sa femme prenne des initiatives sur le plan sexuel, que la femme prépare une surprise, un moment, une initiative, ça va vraiment aussi impacter sur le désir et l'excitation de l'homme. Donc, mesdames, n'hésitez pas aussi à prendre des initiatives. Est-ce que, messieurs, vous êtes d'accord avec moi ? C'est bien ce qui me semblait. Le respect et la valorisation aussi de sa personne, de qui il est, vont avoir une incidence directe aussi sur son désir et son excitation, puis j'en parlerai dans une autre partie un petit peu plus loin. Maintenant, on va attaquer un gros dossier, la femme, élément favorable au désir et à l'excitation chez la femme.
Alors, j'ai besoin de vous, mesdames. Le premier organe sexuel chez la femme, c'est quoi? Je l'ai entendu par là, par un homme, je crois. Le cerveau. Oui, oui. Alors, puis le cœur, je l'ai entendu aussi, et c'est pas faux. Parce qu'on va y venir aussi. Le cerveau est le premier organe sexuel de la femme. Écoutez bien, mesdames, et puis écoutez bien, messieurs aussi. C'est vous, mesdames, qui allez choisir de vous autoriser ou non votre plaisir. Ça commence là, d'accord? Puis ça, je vais le développer au fur et à mesure. Le sexe de la femme est un mystère pour l'homme. Il est caché, replié à l'intérieur. Il y en a un petit peu à l'extérieur, mais tout finalement se passe à l'intérieur. Même après, quand il y a le bébé, la grossesse, tout ça c'est à l'intérieur. C'est un mystère pour l'homme, ça éveille même la curiosité de l'homme. Mais c'est pour dire que vraiment, là, on a déjà deux belles différences. Chez la femme, ça va être le clitoris qui va être la zone la plus érogène. Et l'entrée du vagin aussi. L'entrée du vagin est très érogène. Je dis l'entrée, j'en profite pour vous dire, messieurs, que la taille n'est pas importante. L'entrée du vagin est érogène, donc peu importe la taille, vous ne mettez pas la barre haute, c'est la taille qui compte ou pas. Non, tout va bien, c'est l'entrée du vagin, le clitoris. Ça, c'est important. Puis le clitoris, c'est qu'une partie qu'on voit à l'extérieur. Il y a une partie à l'extérieur, puis il y a des branches à l'intérieur qui vont être collées à la paroi du vagin, puis qui vont aussi jouer un rôle dans le plaisir après, pendant la relation sexuelle. Donc c'est très intéressant tout ce qui se passe derrière, mais ce n'est pas le but de ce soir de faire un cours là-dessus. Donc c'est important pour la femme, par contre, de savoir comment elle fonctionne, qu'est-ce qui est stimulé, comment ça marche, puis pour son homme aussi. Maintenant, je vais parler des niveaux d'excitation de la femme. La femme a 3 niveaux d'excitation. Tout à l'heure, j'ai parlé de 3 types d'excitation chez l'homme. Là, je ne parle pas de 3 types d'excitation, je parle de 3 niveaux. Écoutez bien, entendez bien la nuance. 3 niveaux, ça veut dire qu'il faudrait dans l'idéal, il faudrait que les 3 niveaux soient réunis pour que la sexualité de la femme soit vécue vraiment dans toute sa dimension. Premier niveau, l'excitation centrale, on va dire la machine centrale, ça commence par là. C'est quoi? C'est la biologie. Les hormones, comment ça se passe? C'est quoi comme hormones qui sortent en ce moment chez moi? Souvent, à l'ovulation, c'est à ce moment-là qu'on a un peu plus de désir, il y a des hormones qui entrent en jeu, puis le pic de désir va être là. Puis il peut y avoir d'autres pics de désir à d'autres moments, mais c'est souvent, il y a des femmes qui disent qu'ils ont des désirs qu'une fois par mois. Il y en a d'autres qui disent qu'elles en ressentent une fois par semaine, puis avec le pic une fois par mois à l'ovulation, vraiment ça peut varier, mais on est un petit peu plus loin chez la femme du désir qui est un peu plus fréquent chez l'homme. Donc il y a la biologie, et puis il y a un gros morceau, c'est l'aspect psychologie. Comment je vais? Comment mes besoins affectifs sont répondus? Mes besoins d'amour, d'engagement avec mon conjoint sont répondus? Comment mon besoin de tendresse, de confiance en moi, puis confiance en l'autre? Comment je suis à ce niveau-là? Comment est-ce que j'ai pu parler de mes émotions, de ce que j'ai vécu dans ma journée, me libérer, me dégager? Tout ça, c'est important. Est-ce que la maison est en ordre? Est-ce que j'ai fait tout ce que j'avais à faire? Est-ce que les enfants sont corrects? Est-ce qu'ils sont couchés? Est-ce qu'ils ont fait leurs devoirs? Est-ce que ça vous parle un peu, mesdames? Là-dedans, il se passe vraiment beaucoup de choses. Et puis, il faut que tous ces boutons-là, quand tous ces boutons-là sont au vert, là, on peut être passé au niveau suivant, qui est le niveau excitation périphérique. Donc là, on est dans les préliminaires, etc. Et puis l'excitation périphérique va correspondre à l'érection des mamelons, la vasodilatation de la peau cutanée, rougeur du visage, du haut du buste, transpiration. Ça, c'est l'excitation périphérique. Et puis on arrive après au niveau au-dessus, l'excitation génitale, qui va être la vasocongestion du clitoris, le vagin aussi, qui va se lubrifier, etc., des chaleurs vaginales, puis jusqu'au bout, après, on arrive à l'orgasme. Mais donc, une femme peut très bien avoir une relation sexuelle, et puis en zappant le premier niveau. Je m'entends bien, on peut aller au deuxième niveau, puis au troisième, et puis à l'orgasme. Mais la relation, le moment de plaisir, le moment d'intensité va être différent. Peut-être qu'elle n'aura pas du tout de plaisir, peut-être qu'elle en aura juste du plaisir physique, etc. Mais si on veut une sexualité épanouie dans tout son ensemble, ça prend les 3 niveaux. Puis vous allez apprendre à respecter ces 3 niveaux en vous connaissant mieux, puis en parlant ensemble. Donc l'excitation de la femme est centrée plutôt sur elle-même. L'homme, c'est un peu en dehors de lui, puis la femme, c'est sur elle-même. Pour avoir accès au désir, il faut que ces feux, en tout cas plusieurs feux, soient ouverts
Et puis, l'un des plus importants, puis je reviendrai dessus après, c'est qu'elle se sente la plus importante aux yeux de son mari. La numéro 1, qu'elle se sente en sécurité, c'est un élément indispensable pour qu'elle puisse s'abandonner complètement. Confiance, sécurité, se sentir la numéro 1, très très important. Si je résume maintenant avec un petit schéma, pour ceux qui sont plus visuels, je vais parler du pôle sexuel de la femme et puis de l'homme. On voit sur ce schéma que la femme a son pôle sexuel qui est intimement imbriqué dans son pôle sentimental. L'homme a son pôle sexuel qui peut ne pas être imbriqué dans le pôle sentimental. Pour donner un exemple, si madame a un désir pour son mari, un désir sexuel, elle est prête, tous les feux sont au vert, elle est prête, elle a du désir, puis que son mari, par contre, il n'est pas du tout là, il est complètement, pour l'instant, en train de faire autre chose, pour la femme, ça va être assez facile, elle va aller vers l'homme, et puis on sait que l'homme est facilement stimulé, puis excité, ne serait-ce que par le toucher du pénis, de la zone érogène. Donc, ça va être assez facile pour l'homme de mettre la machine en marche en temps normal, je parle bien. Tandis que l'inverse n'est pas forcément vrai pour la femme, c'est-à-dire que si l'homme a du désir pour sa femme, puis qu'il va passer de sa zone sexuelle à la zone sexuelle de sa femme, directement, la femme va pouvoir se sentir comme un objet, comme « je ne suis pas prête, ce n'est pas le moment ». La machine centrale n'est pas en route, puis ça peut être même mal vécu, mal perçu, et puis ça peut engendrer de la souffrance, un peu de distance dans le couple, alors qu'à la base, le désir, il est bon. L'homme peut se sentir même rejeté aussi. Pourquoi? Comment ça se fait? Elle ne m'aime pas, je ne lui fais pas assez. On voit toutes sortes de choses qui peuvent se passer là dans les couples à ces moments-là, mais ça n'a rien à voir avec l'homme qui n'est pas assez ou avec la femme qui est trop ou ci ou ça. C'est juste une question de connaissance de l'un et de l'autre et de comment s'ajuster. Donc là, c'est ce qu'on a vu, le smiley un petit peu frustré. Si l'homme, par contre, apprend à partir de son pôle sexuel pour aller vers le pôle sentimental de sa femme et puis prendre soin de ses besoins affectifs, de tendresse, d'attention, de lui faire montrer qu'elle est la numéro 1, caresser ses zones non sexuelles et non pas sexuelles dès le début. Tout ça, s'il prend soin de cette zone sentimentale, la femme va se sentir touchée dans le mille, dans le cœur, et elle va s'ouvrir beaucoup plus facilement. Ça va être la suite logique, elle va s'ouvrir aussi à la sexualité. Elle va être directement disponible et le moment d'intimité sexuelle n'en sera que meilleur. Voilà. Ensuite, désir, plaisir, orgasme. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et puis concrètement, comment est-ce qu'on vit ces choses-là? Le désir, chez la femme, on pourrait le comparer à une vague, une belle vague. Mais par contre, il ne faut pas la louper. On pourrait le comparer à une vague. Ça vient par fréquence. Une vague, vous imaginez un océan. Moi, j'étais au bord de la mer, j'en ai vu des vagues, ça vient par fréquence. Et puis là, vous avez un surfeur qui, avec sa planche sur le bord de l'eau, il attend la vague avec impatience, la bonne vague, et puis il ne faut surtout pas la louper. On y va, on surfe sur la vague. C'est un petit peu ça aussi dans le couple. Messieurs, quand madame a une vague, je suppose qu'on la saisit tout de suite, cette vague, parce que ça fait du bien, ça fait partie des initiatives qui touchent l'homme, etc. Mais ça fonctionne plus comme ça. Mais sachez qu'on peut provoquer des vagues. On n'est pas obligé d'attendre que la vague arrive non plus, toujours. C'est là aussi que je disais que ça commence par un choix aussi pour mesdames, parce que même si madame n'a pas une vague là, puis qu'elle n'est pas forcément disposée ou autre, elle peut choisir de s'autoriser son plaisir, son désir là. Et puis, si l'homme répond, est attentionné, attentif, si l'homme est amoureux finalement et qu'elle est prête à s'autoriser, eh bien, il va pouvoir créer une vague et du désir aussi, bien sûr. On peut apprendre en couple à gérer toutes ces différences. Et chez l'homme, ça va être plus un flot constant. Donc lié un petit peu aux choses que j'ai expliquées avant, mais c'est un flot constant. Mais attention, ça c'est une généralité, puis c'est vrai, mais il y a des choses qui peuvent influencer ce flot constant. L'homme n'a pas... Il faut aussi casser cette image de l'homme qui est toujours prêt, qui a toujours du désir, tout ça, parce que oui, il en a plus, mais il y a des paramètres qui peuvent affecter aussi son désir et son flot. Le stress en fait partie, le stress au travail, le stress à la maison peut affecter ce flot, puis faire diminuer le flot. Le sentiment d'échec, un sentiment d'échec qui plus est des fois à répétition, peut aussi affecter ce flot, puis le désir peut baisser. Puis un homme qui a le désir qui baisse, qui diminue, souvent en plus, ça alimente
comme une perte aussi de confiance en lui, parce qu'il se dit que c'est pas normal, parce que normalement on en a plus, nous les hommes, tout ça, mais non, chaque homme est fait pareil. À ce niveau-là, le stress va avoir un impact, le sentiment d'échec va avoir un impact, le sentiment de ne pas se sentir respecté justement auprès de sa conjointe, de celle qu'on aime, tout ça aussi, ça va faire baisser le flot et ça peut contribuer à une baisse de désir aussi. Voilà un peu pour le désir chez l'homme et la femme. Pour ce qui est de l'orgasme chez l'homme, donc c'est assez naturellement atteint, du fait que son sexe soit à l'extérieur et puis que les récepteurs sensitifs soient quand même assez facilement stimulés, etc. C'est plus naturellement atteint. Pour la femme, j'appelle ça une option au début là, de sa vie sexuelle. Elle doit apprendre à y accéder. Il y a les dimensions psychologiques, physiologiques qu'on a vues là ensemble. Donc, en début de vie sexuelle, c'est un apprentissage et les éléments favorisants, je le répète pour que ça rentre bien, mais ça va être la fidélité, la confiance en soi, la confiance en l'autre, et puis la bonne communication, etc., puis les préliminaires suffisants. Donc, c'est un apprentissage pour la femme et vous allez apprendre à deux. D'accord ? Elle n'apprend pas toute seule de son côté, c'est le couple qui va apprendre ensemble et puis l'homme va aider la femme aussi à apprendre et à vivre l'orgasme. Il y a 40% des femmes qui n'atteignent pas l'orgasme à chaque rapport sexuel. Je vais en parler un peu plus loin, pas tout de suite. Il y a aussi beaucoup de femmes qui disent vivre leur premier orgasme des années après avoir commencé leur vie sexuelle active. Oui, ça arrive aussi chez de nombreuses personnes et ce n'est pas anormal parce que c'est une dimension que la femme doit apprendre à connaître. C'est quoi qui se passe, c'est quoi qui se joue, c'est quoi les sensations que je ressens, est-ce que c'est ça? Puis après, il y a l'orgasme, il y a la sensation de plaisir qui est située sur la zone vraiment juste génitale, mais il y a toute la sensation de plaisir qui est censée après prendre place dans tout le corps, puis je vais le développer juste après, mais c'est pour ça que la femme, elle doit apprendre tout ça. 60% des femmes âgées de 18 à 24 ans affirment avoir connu l'orgasme lors de leur dernière relation sexuelle contre 70% des quadras et quinquagénaires. L'explication, ce n'est pas parce que les quadras et quinquagénaires physiologiquement sont faits différemment ou la maturité ou autre, ce n'est pas tant ça, c'est plutôt lié à une meilleure connaissance de son corps chez la femme plus mûre, à une plus grande confiance en soi et en son partenaire et à une plus grande capacité à s'abandonner. Alors, le plaisir, là on a parlé de l'orgasme, maintenant on va parler du plaisir. Le plaisir, ce n'est pas l'orgasme, c'est une émotion qui va résulter d'une sensation agréable, d'un moment d'intimité partagé dans le couple. Il n'est pas forcément lié à l'orgasme. Et la satisfaction, c'est une émotion aussi qui est ressentie après l'acte sexuel. C'est un sentiment positif sur les moments qui viennent de se dérouler, puis il n'est pas forcément lié à l'orgasme non plus. Certaines femmes n'atteignent pas toujours l'orgasme, mais vont dire « Waouh, j'ai vécu un super moment, waouh, c'était chouette, grande satisfaction, grand plaisir ». Et puis l'inverse arrive aussi, regardez ce schéma. Ici, on voit la courbe jaune, c'est la courbe de l'excitation sexuelle. On voit que cette femme-là, elle a vécu 3 orgasmes. La femme n'a pas de phase réfractaire, au fait, en passant. Elle peut avoir plusieurs orgasmes à la suite, mais c'est seulement même pas 10% des femmes qui arrivent à le vivre. Il y a plein de paramètres qui expliquent ça, mais voilà, si mesdames, vous dites comment ça se fait que moi, je ne l'ai jamais vécu, j'y arrive pas. Vous êtes dans les plus de 90% de la normalité, on va dire, des femmes, c'est pas normal, mais la femme peut en tout cas en vivre plusieurs. Donc là, on voit qu'elle en vit 3. Pourtant, sa courbe de plaisir en bas, elle est vraiment à plat. Et puis en vert, là, il y a marqué, vous ne le voyez peut-être pas, mais il y a marqué « bof », la satisfaction, bof. Qu'est-ce qui se passe là ? Pour les hommes, souvent, quand je montre ce schéma, surtout en France, quand je l'ai montré, Solène, t'es sûre, comment ça se fait qu'une femme peut vivre un orgasme et puis pas avoir de plaisir et de satisfaction ? Oui, parce que, comme je l'ai dit, c'est plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Là, ce qui s'est passé concrètement, c'est que la femme, elle a vécu finalement un orgasme, une décharge orgastique, c'est-à-dire que son corps a eu des réactions, et il y a eu des contractions, il y a eu la sensation de plaisir localisé, mais elle n'a pas vécu le plaisir complet, intense, je dirais, du corps, âme et esprit, on va dire, mais total, pas de sentiment d'intimité, peut-être. Elle s'est sentie peut-être
prise au dépourvu comme ça, puis elle était partante, ceci dit, mais ça passait trop vite. La machine centrale n'était pas en route, etc. Tout ça, ça peut expliquer qu'une femme peut bel et bien avoir un orgasme physique, mais pas le plaisir qui va avec. Deuxième courbe, deuxième schéma, là, la femme, on voit que l'excitation sexuelle monte, mais ça ne va pas jusqu'à l'orgasme. Mais par contre, la courbe de plaisir va être vraiment intense, ça va être haut, et puis c'est marqué super en vert. Waouh, moment de plaisir intense, moment de satisfaction intense aussi. Quel bon moment d'intimité, de plaisir, même physique aussi, partagé. Et souvent pour l'homme, c'est un peu inconcevable. Comment ça se fait que ma femme, elle est capable de me dire « Waouh, c'était bien » alors que j'ai loupé quelque chose, elle n'est pas allée jusqu'au bout du bout, j'ai dû me manquer. Et puis l'homme, il se remet en question, et puis il vise haut, et puis c'est comme si j'ai raté mon coup, zut. Mais non, la femme, si elle vous dit que c'était bien, messieurs, c'était bien. Elle a vécu un moment proche, et puis il n'y a pas eu l'orgasme là, ce coup-là, mais il y aura la prochaine fois. Je n'ai pas de courbe d'ailleurs qui le montre, mais beaucoup, heureusement, beaucoup de couples aussi vivent la courbe jaune en haut, puis la courbe bleue en haut aussi, c'est-à-dire orgasme et plaisir intense en même temps. Puis ça, c'est surtout quand les 3 paramètres sont pris en compte. Est-ce que jusque-là, vous me suivez? Oui, parfait. Donc, on va maintenant... Ah non, il y a un élément super, super, super important aussi, avant de passer à la deuxième partie dont je veux vous parler, c'est le lâcher-prise. Pour justement vivre un plaisir intense dans toute sa dimension, il faut que la femme apprenne à lâcher prise. La femme, et c'est un apprentissage qui va aussi commencer par un choix. La femme, elle a une qualité, c'est qu'elle peut faire plein de choses en même temps. Elle peut gérer les enfants, puis en même temps penser à ce qu'on va manger demain, et puis la liste de courses qu'il y a à faire, et puis... Bref, la femme, elle gère par nature souvent, elle est comme une intendante un petit peu. L'homme aussi, bien sûr, fait des choses à la maison souvent de plus en plus. C'est pas ça que je suis en train de dire, mais c'est que intérieurement, dans son fonctionnement, elle va faire plusieurs choses à la fois. Elle contrôle quelque part, elle gère, elle contrôle, elle assume, elle porte sur ses épaules. Et ça, forcément, ça renvoie aussi une image d'elle, d'une femme qui gère, une femme qui contrôle, elle assure. Puis, quand on parle de sexualité, là, on parle de s'abandonner complètement. Ça veut dire s'abandonner, finalement, ça veut dire perdre le contrôle aussi, s'abandonner dans les bras de celui qu'on aime, s'abandonner dans les bras de celui en qui on a toute confiance. C'est sûr, ça prend ça. Ça prend l'amour et la confiance et la sécurité, mais s'abandonner, ça veut dire aussi lâcher le contrôle. Et ça veut peut-être vouloir dire aussi quelle image je vais renvoyer si je lâche prise. Pour ressentir du plaisir dans tout mon corps, du bout des orteils jusqu'au bout de mes cheveux, il faut que je lâche prise. Et ça, je vous le dis, il n'y a pas beaucoup de femmes qui arrivent à le faire. Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas le faire, mais ça demande déjà d'en prendre conscience. Parce que quelle image, si je lâche prise et que je m'abandonne complètement, oui, mais il y a vraiment une dose d'abandon qui est au-dessus peut-être de celle que vous vivez même actuellement. C'est vraiment de s'abandonner complètement, ne pas avoir peur de l'image que je vais renvoyer, ne pas avoir peur d'une grimace. Ne serait-ce que ça, il y a des femmes qui vont dire « Non, moi, même pendant l'acte sexuel, je contrôle parce que on ne sait jamais que je fasse une grimace et que tout à coup ils disent « Ouh, c'est ça ma femme ?» un son qui va sortir, que ce n'est pas nous normalement, des choses comme ça. Ben, la sexualité puis la jouissance sexuelle, encore une fois, c'est Dieu qui l'a créée. Et si elle est vécue dans le cadre qu'il a prévu, c'est-à-dire avec votre mari, votre femme, en couple, mariée, etc., pourquoi se priver de ce cadeau et pourquoi ne pas s'abandonner complètement l'un dans les bras de l'autre? Vous allez voir que la dimension du plaisir là va être encore plus intense et vous allez vivre encore des choses plus belles et plus fortes. J'espère que ça vous donne envie de viser ça ce soir en rentrant chez vous. Hein. Donc, et puis des fois, il y a des choses aussi comme le logement, les enfants, des contraintes qui font que c'est difficile, mais prenez du temps pour un matin, un après-midi ou un soir où vous pouvez vraiment vivre ce moment-là. Et puis, s'il faut, réservez-vous une journée, une soirée à l'hôtel ou autre, mais prenez soin aussi de cet aspect-là de votre vie de couple, de cet aspect-là de l'intimité sexuelle. On va arriver au deuxième point maintenant. Facteur d'influence pour une sexualité épanouie. Alors, facteurs d'influence, j'en ai juste sélectionné quelques-uns parce qu'il y en a, finalement, il y en a plein, mais j'ai sélectionné ceux que
peut-être qui me venaient le plus à cœur, qui ressortent peut-être le plus aussi, des couples que je peux rencontrer aussi en consultation et autres. Donc, premier facteur hyper important, je dirais même que c'est peut-être une des plus grosses clés pour une sexualité épanouie, c'est la connexion émotionnelle et spirituelle. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça vient faire là? La sexualité dans le couple, ce n'est pas uniquement du sexe, ce n'est pas uniquement du physique. On peut vivre du sexe pour du sexe, oui, c'est ça, tout le monde peut le faire, mais là je parle d'une dimension complète et entière de la sexualité comme Dieu l'a voulu et comme Dieu l'a créé. Donc c'est loin d'être seulement du sexe, c'est la forme d'intimité, peut-être le degré le plus fort de l'intimité du couple. Mais cette intimité-là, elle ne peut pas se vivre dans toute sa dimension si elle est déconnectée des autres degrés d'intimité qui sont indispensables, comment Dieu d'ailleurs nous a fait. En fait, la sexualité, ça englobe, je l'ai déjà dit tout à l'heure, tout notre être, corps, âme et esprit. Et là, donc, ça veut dire que mon intimité émotionnelle dans mon couple-là, est-ce que je suis capable est-ce que j'ai développé cette intimité émotionnelle dans mon couple? C'est une question super importante que j'aimerais que vous reteniez dans votre tête, dans votre cœur, et puis que vous en parliez plus tard avec votre conjoint et conjointe. Mais est-ce qu'on parle ensemble? Est-ce que je parle à l'autre de mes émotions, de ce que je vis, de ce que je ressens? Est-ce que je suis capable de me mettre à nu devant l'autre, de lui laisser voir même mes faiblesses? Est-ce que je suis capable de lui montrer ce qu'il y a de plus profond en moi? Est-ce que je ressens une gêne à le faire? Est-ce que ce n'est pas inné chez moi de le faire? Est-ce que c'est dur? Est-ce que ça me demande un effort? Réfléchissez-y bien, parce que si c'est difficile pour vous, si ça demande un effort, si vous avez peur, peut-être en vous ouvrant, de recevoir une blessure ou autre, bien, c'est qu'il y a quelque chose peut-être dans votre couple à travailler et à guérir. Parce que Dieu, dans le couple, il veut que vous viviez cette intimité émotionnelle. Avant même de vivre l'intimité sexuelle, il veut que vous viviez cette intimité émotionnelle, ça va vous rapprocher. Je me mets à nu devant l'autre. Il peut voir tout ce qui se passe en moi, et puis je peux voir tout ce qui se passe en lui. Ça me rapproche de lui. Okay? On est en train de se rapprocher. Ensuite, il y a l'intimité spirituelle. Comment, excusez-moi, je vais boire un petit peu, parce que... Donc l'intimité spirituelle, pas simplement prier ensemble de temps en temps, ou même pas simplement prier ensemble, même tous les jours. Je vous dirais qu'il y a des couples qui peuvent prier tous les jours, ils ne sont pas forcément intimes spirituellement pour autant. Ce n'est pas ça le plus important. C'est important, ceci dit, mais c'est est-ce que je suis capable de connecter avec l'autre, de lui parler de ce que je vis avec Dieu, de ma foi, de comment Dieu m'a parlé, qu'est-ce que j'ai reçu en allant au culte ce matin, qu'est-ce que j'ai reçu dans ma lecture de la Bible ce matin ou ce soir, peu importe, qu'est-ce que Dieu m'a dit, quelle promesse il m'a faite, qu'est-ce que je vois à l'avenir pour notre couple, notre famille, c'est quoi mes aspirations aussi dans ma vie spirituelle, qu'est-ce que je veux vivre, quelle dimension je veux voir, est-ce que je suis capable de parler de ça aussi avec mon conjoint, ma conjointe, quand j'ai des moments difficiles, ma foi qui est un peu ébranlée, est-ce que je suis capable aussi de le dire à mon conjoint, à l'autre? Est-ce que dans ces moments, on peut se rapprocher aussi ensemble? Ça, est-ce que c'est difficile pour vous? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est honteux, tabou? C'est des questions super importantes qu'il faut que vous vous posiez. Parce que si je suis intime émotionnellement, je me rapproche de mon conjoint. Si je suis intime spirituellement, je me rapproche encore plus de mon conjoint. Dieu nous a créés comme ça. Et l'intimité sexuelle, elle arrive encore juste derrière. Et là, c'est le waouh, parce que finalement, âme, corps, esprit ne font qu'un. Et l'intensité du plaisir, du sentiment d'intimité, de ne faire qu'un, il est là et il est complet. L'intimité sexuelle, oui, elle va vraiment être meilleure à ce moment-là. Puis il y a des couples qui parfois ils ont des difficultés sexuelles et c'est pas un problème d'ordre mécanique ou autre, ça peut arriver, mais bien souvent c'est parce que il manque cette dimension-là de connexion émotionnelle et spirituelle qui fait que quand il y a la sexualité, c'est juste les deux corps qui se rapprochent finalement. Ils s'aiment vraiment, c'est pas le problème de s'aimer ou pas, mais c'est que ces deux corps qui se rapprochent, mais on a oublié de connecter l'âme et l'esprit. Est-ce que vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Vous voyez la différence et de cette dimension, combien elle est importante.
bien que vous puissiez aussi, que ça puisse descendre dans vos cœurs et puis que vous puissiez vivre des belles choses aussi dans ce domaine-là, dans votre couple. Un deuxième facteur, ça va être respect et amour. Alors ça, c'est pareil, c'est vraiment très important. Il y a un verset dans la Bible que vous connaissez bien, Éphésiens 5, 25, qui dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. » Je le répète, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. Je vous laisserai méditer là-dessus, messieurs, parce que ce n'est pas à l'ordre du jour ce soir, mais qu'est-ce que ça veut dire aimer ma femme comme toi, Jésus, tu as aimé l'Église jusqu'à donner ta vie pour elle? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi concrètement? Posez-vous la question, placez-vous devant Dieu aussi pour vraiment comprendre c'est quoi l'amour que Jésus a eu pour l'Église et comment tu veux que j'aime ma femme. Cet exercice-là va vous faire grandir et va vous faire ressortir encore meilleur aussi dans la manière d'aimer votre femme. Deuxième verset qu'on va voir s'afficher, Éphésiens 5, 33, que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Ça, c'est une clé, vraiment, Dieu, quand il a permis que ce verset soit dans sa parole, puis il a créé l'homme et la femme comme ça, et c'est incroyable, impressionnant. Moi, ce verset-là, je me dis, waouh, la femme, dans un sondage qui a été fait, hommes et femmes, là, réunis, le besoin numéro 1 de la femme qui est ressorti, c'est de se sentir aimée, se sentir la numéro 1. Un jour, peut-être, on aura l'occasion de parler plus des besoins, mais en tout cas, le besoin numéro 1 chez la femme, c'est-à-dire quelque chose de vital dont elle a besoin absolument, c'est de se sentir aimée, la plus importante, la numéro 1, passer avant le reste. Le besoin numéro 1 chez l'homme, qui est à égalité avec le besoin de sexualité, c'est le respect. Ce n'est pas des chrétiens qui ont répondu à ça en connaissant ce verset, c'est vraiment un travail qui a été fait et puis un sondage qui a été fait. L'homme a besoin de se sentir respecté, numéro 1, puis la femme a besoin de se sentir aimée, numéro 1. Ça, là, quand vous savez ça, puis quand vous en prenez vraiment conscience, vous avez une clé qui va ouvrir encore un degré d'intimité supplémentaire dans votre couple. Parce que ça va avoir un impact direct sur votre sexualité. Si le besoin numéro 1 de ma femme est respecté, c'est-à-dire qu'elle se sent passer avant tout le reste, elle se sent... Des fois, l'homme, il dit, mais je l'aime, elle passe avant le reste, je me donne au travail pour elle, je ramène l'argent à la maison pour faire vivre la famille. Tout ça, c'est parce qu'elle compte pour moi, c'est parce qu'elle est la numéro 1. Mais comment est-ce que la femme vit ça? Est-ce que c'est ça qu'elle a besoin pour se sentir la numéro 1? Ou est-ce qu'elle se dit, je passe toujours après le travail. Il est 8h du soir, il n'est pas là, j'ai l'impression encore de passer après. Puis finalement, l'homme pense bien faire, il aime, c'est une bonne intention. Puis la femme ne se sent pas la numéro 1 parce que ça tombe dans le mauvais vase, ça tombe à côté. Ça, c'est important. C'est quoi pour toi, chérie, de te sentir la numéro 1? Qu'est-ce qui fait que tu te sens la numéro 1? Parce que l'homme, je suis sûre qu'il est bien intentionné, il veut le faire, mais il faut que la femme lui dise aussi comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle a besoin, qu'est-ce qu'elle aime. Puis c'est pareil pour l'homme qui a besoin de respect. Ça, c'est incroyable parce que bien souvent, dans les couples, c'est quelque chose qui est touché, le respect de l'homme. La femme peut avoir tendance assez facilement, surtout si elle a vécu des blessures. Puis, il n'y a pas beaucoup de couples qui vont me dire ici que nous, on n'a jamais vécu de blessures dans notre couple. J'ai jamais été blessée par mon conjoint. On a tous blessé un jour notre conjoint, que ce soit homme ou femme. Sauf que l'homme, il va être directement impacté quand il va perdre le respect de sa femme. Puis quand la femme est blessée, souvent, c'est là qu'elle va... C'est inconscient, c'est un réflexe inconscient, mais c'est là que ça va jouer en premier. Elle va perdre le respect, l'admiration même pour son mari peut-être des fois, puis elle peut être piquante un peu dévalorisante, un peu ridiculiser son mari en public, discrètement, gentiment, mais c'est là quand même, ça, plus ça, plus ça. Elle peut lui parler comme si c'était son enfant. Ça aussi, ça arrive très souvent. Infantiliser un petit peu son mari. Du coup, ceux qui étaient là à la conférence de Denis Morissette, je pense qu'il en a parlé, mais on ne parle plus de couple, d'adulte à adulte, mais de parents à enfants. Puis là, ça devient dans la relation pas normale non plus, parce que la femme domine sur l'homme, puis l'homme, à ce moment-là, l'homme, souvent les hommes, il y en a qui y vivent avec et puis se disent c'est comme ça, mais ils sont en train de s'éteindre eux-mêmes. Ils sont en train de perdre toute leur
leur splendeur, et puis de perdre même le rôle même dont Dieu les a créés pour être l'homme chef spirituel du foyer, celui qui prend sa place d'homme, de mari, de père. Bien souvent, malgré elle, la femme, en manquant de respect, pour diverses raisons, peut créer ce dysfonctionnement aussi, vous voyez. Et mesdames, quand je dis ça, ce n'est pas un jugement ou autre, parce qu'on est toutes faites de la même manière, et quand il y a des blessures ou des choses qui nous traversent nos vies, c'est ce qu'on va avoir tendance à vivre et à faire. Mais c'est important de le savoir, puis c'est important de savoir que votre mari, il a besoin d'être respecté, valorisé. Donc, on peut guérir de ça aussi, chercher de l'aide, chercher du secours auprès de Dieu, et puis être restauré aussi intérieurement, mesdames, messieurs aussi, et reconnecté. Donc, amour et respect, très, très important. Je vais aussi rapidement vous donner 3 clés, parce que des fois, il y a des questions. Souvent, il y a des couples qui ont des questions quand on fait des conférences ou des ateliers sur la sexualité. Avant d'aborder le dernier point, je veux juste vous donner une clé pour répondre à ces questions. Est-ce que ça c'est permis? Est-ce que telle position c'est bien? Est-ce que la sodomie? Est-ce que la fellation? Est-ce que les sex toys? Je ne sais pas si c'est des questions que vous vous posez ici au Québec, mais en France, c'est des questions qui sortent tout le temps. Pour répondre à ces questions-là, de manière générale, pour que chaque couple puisse trouver sa propre réponse, premier point de réponse, premier élément de réponse, est-ce que cette chose-là dont on parle respecte le cadre biblique pour les relations sexuelles, c'est-à-dire 2 personnes de sexe différents mariées ensemble? Premier élément de réponse, ça vous aidera pour votre question. Deuxième élément de réponse, ne jamais contraindre l'autre dans ce domaine. Autrement dit, est-ce que les 2 sont OK? Très important aussi. Et puis troisième élément de réponse, ne jamais blesser son conjoint physiquement, émotionnellement ou psychologiquement via la sexualité. Ça, c'est 3 petites clés qui pourront vous aider à répondre à des questions peut-être que vous vous posez. Je ne l'ai pas abordé non plus, mais dans l'intimité sexuelle et dans cette partie-là de la sexualité, c'est très, très, très important aussi que vous puissiez parler ensemble de votre sexualité dans votre couple. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que vous aimeriez? Là aussi, comme l'intimité émotionnelle et spirituelle, est-ce que c'est un sujet tabou entre vous? Est-ce que j'ose en parler vraiment de tout? Est-ce que j'ose dire ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'aime moins, ce que j'aimerais? Ça aussi, prenez le temps d'y réfléchir. Est-ce que je suis gênée à l'idée d'en parler? Dans ce cas-là, il faut travailler là-dessus aussi sur quelque chose, parce qu'il n'y a pas de raison dans un couple, en tout cas quand tout va bien, de ne pas pouvoir parler librement de tout ça pour vivre ensemble et apprendre ensemble et vivre pleinement le cadeau de la sexualité que Dieu nous a donné. Et puis on va maintenant voir un dernier point qui est un facteur, mais plus un facteur qui va avoir un impact plutôt négatif sur le couple, en tout cas quand il est vécu dans le couple, la pornographie. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Jonas vous l'a dit, j'ai fait aussi un sujet de mémoire sur ce sujet. Et en fait, depuis des années, dans mon expérience, j'ai remarqué que la pornographie est un fléau. Que ce soit chez les jeunes, l'adolescent, le jeune adulte, mais aussi dans les couples mariés depuis des années et autres. C'est un fléau. Et puis, je me suis fait la promesse d'en parler à chaque fois que j'aurai l'occasion, lors d'une conférence ou autre sur la sexualité, de parler de ce sujet-là très, très, très important. Et je ne veux pas en parler vite comme ça, puis en jugeant, en disant « c'est pas bien, Dieu peut vous délivrer ». Non, ce soir avec vous, je voudrais vraiment qu'on puisse en parler pour comprendre qu'est-ce qui fait que c'est un fléau comme ça, qu'est-ce qui fait que c'est aussi présent, et puis comment je peux sortir de là, ou comment je peux comprendre celui qui passe par là. Puis je suis sûre que dans la salle, il y en a aussi qui ont des enfants. Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants? Ouais, ok. Si vous n'êtes pas vous concerné personnellement, vos enfants vont l'être. Ils vont être confrontés à ça. Et puis, c'est super important que chacun soit armé et équipé pour comprendre qu'est-ce qui se joue là. Puis aussi, dans beaucoup de couples, c'est un problème qui
qui est là, qui rejaillit et puis qui crée de la distance dans le couple et dans la sexualité. Alors je vais vous demander vraiment toute votre attention. C'est le dernier point, mais c'est un point très important. Puis je crois qu'il est aussi sur le cœur de Dieu de pouvoir ce soir mettre des choses dans vos cœurs et en lumière pour pouvoir guérir et puis vous rapprocher encore plus. 47%, pour parler un petit peu de chiffres, des familles disent que la pornographie est un problème dans leur maison. Dans 2 divorces sur 3, la pornographie a été un facteur déterminant. Donc vous voyez, c'est vraiment présent partout. Pourquoi est-ce que la pornographie marche tellement bien ? Premièrement, les hommes et leur libido sont stimulés par le visuel. Vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure, et la pornographie, c'est partout, c'est visuel, tout le monde peut y avoir accès. La production de testostérone de l'homme fait qu'il a plus de désir. D'ailleurs, je fais une parenthèse, je vais parler plus de la pornographie chez l'homme, mais la pornographie touche aussi la femme, puis de plus en plus aussi maintenant. Donc, parfois transposer les choses, mais c'est de manière générale plus l'homme qui en est touché, mais faites une transposition aussi, parce que ça se peut aussi que des femmes ce soir vivent la pornographie puis se battent avec ça, donc vous êtes aussi concernés. Qu'est-ce qui fait que ça marche bien ? La curiosité masculine, la satisfaction rapide et immédiate sans les contraintes de la relation. C'est réconfortant, c'est facile d'accès, c'est supposé sans conséquences sur les personnes réelles, supposé sans conséquences et sans danger, peu de risque de se faire prendre, et puis ça augmente l'estime de soi pour quelques instants, sentiment de se sentir bien, un homme. Visionner des séquences de pornographie déclenche une sécrétion hormonale équivalente à la sécrétion hormonale qui est déclenchée quand avec la cocaïne. D'accord ? C'est exactement le même circuit qui se passe dans le cerveau. C'est exactement les mêmes hormones qui sont touchées et puis c'est la même chose, ce qui fait que ça peut provoquer une addiction ou une dépendance aussi à la pornographie par la suite, comme à l'alcool, à la drogue. D'accord ? C'est le même principe. Quand une fois qu'on a mis la main dedans, puis qu'on a pris des habitudes, que le cerveau a pris une habitude, c'est le circuit de récompense qui se met en action. C'est comme si on a mis la main dans l'engrenage, et puis pour en sortir, c'est pas si évident que ça. Même c'est comme quelqu'un qui boit, puis qui est conscient de la détresse que ça implique, l'alcool et puis la dépendance, puis qui veut arrêter, mais ça ne se fait pas comme ça tout seul, il a besoin d'aide. La pornographie, c'est le même principe. J'ai mis la main dedans, comment je vais m'en sortir ? Pour visualiser un petit peu ça ensemble ce soir, j'ai demandé de l'aide à quelqu'un, un beau jeune homme, on va essayer de parler un peu plus concrètement de ce qui se joue avec la pornographie dans le couple, puis surtout comment on fait quand on le vit, comment on fait pour aller chercher de l'aide. Alors, ce beau jeune homme, c'est mon mari. C'est pour ça que je me permets de dire que c'est un beau jeune homme. Donc, David. David est un jeune adolescent. Il était en tout cas, bon, tout ça c'est fictif, mais c'est pour vraiment visualiser. Merci. Donc, c'est un jeune adolescent qui rentre dans l'adolescence, la puberté, et là, son plein, les hormones, la testostérone, les yeux, les filles, c'est quoi, c'est fait comment, curiosité, tout ça. Puis il a plein d'amis, puis des amis qui... Et puis là, écoutez bien, parce que vos enfants, ils vivent ça. Hein. Moi, je passe dans les écoles en France depuis l'âge de 9-10 ans, chez les garçons et puis chez les filles. Je peux vous assurer que ça commence très, 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 très tôt. À 9-10 ans déjà, la plupart des garçons ont visionné des images pornographiques, puis les filles, ça commence un tout petit peu plus tard, mais ça commence très tôt. Je ne peux pas faire un sujet sur la parentalité ce soir, mais prenez note de tout ce qui est dit là ce soir pour vos enfants aussi. Donc, curiosité masculine qui est là, c'est quoi le corps d'une femme ? Tiens, les copains, regarde ça, c'est bien sur l'écran, sur le téléphone. Ce ballon-là représente la pornographie, d'accord ? C'est juste pour imager. Donc, David, jeune adolescent, on l'invite, on l'encourage à aller voir ça. Il va chercher la pornographie, il y prend connaissance, il y prend goût. Pornographie, hormones, fixe, hormonale, et puis waouh, dose de plaisir, sentiment de bien-être, stimulation, érection, masturbation, orgasme. C'est pas mal ça. Je vais y retourner. Puis il y retourne. Puis on y retourne encore. Parce que le corps, là, à l'adolescence, c'est pas évident à gérer tout ce qui se passe, les pulsions, tout ça. Puis ça, c'est quand on n'en a pas parlé en famille, et puis qu'on ne sait pas comment gérer ça,
rassurez-vous que la société, elle a tout ce qu'il faut pour nous servir et pour nous montrer comment ça marche. Sauf que ce n'est pas la réalité, c'est biaisé, mais c'est comme ça. Puis ça vient mettre une empreinte dans le cerveau. David, là, maintenant, a une empreinte dans son cerveau. Sachez que la première expérience sexuelle que vous avez vécue a marqué une empreinte dans votre cerveau et que par défaut, lors de moments intenses émotionnellement, joie, tristesse, peu importe, lors de moments intenses, le circuit se met en marche, l'empreinte est là et par défaut, ça va être la sexualité qui va être reliée à la pornographie qui va être reliée à ma sexualité. Donc, lors de moments, David va grandir, il va devenir un jeune homme, et puis lors de moments difficiles, où il a besoin de réconfort, de soulagement, ça va être pornographie. Ça marche comme ça. Puis je peux vous dire que j'en ai vu beaucoup. Et ce que je vous dis, c'est un schéma général. Il y a quelques petites exceptions en fonction des cas, en fonction de la nuance, des degrés de pratique, etc. Mais c'est quand même comme ça que ça marche à la base. Moment de joie, waouh, une grande réussite. Super, waouh, c'était intense. Pornographie. Mais David en est pas forcément très heureux. Je suis pris avec ça, c'est plus fort que moi. J'aime le Seigneur, je sais que ce que je fais, c'est pas bon. Ça me prend là. Je veux m'en sortir, mais j'y arrive pas. Il va chercher de l'aide auprès de Dieu. Il croit en Dieu, c'est pas le problème, mais il le cache parce que c'est honteux. D'accord ? Ça commence là aussi, c'est qu'il le cache parce que c'est honteux. Mais il se dit, quand je vais rencontrer ma femme, ça ira mieux. Puis là, sa femme arrive. Alors c'est moi, donc je joue les deux, mais sa belle femme arrive. Et il se dit, waouh, je suis amoureux d'elle, elle m'aime, super, je vais enfin pouvoir me sortir de ça. Et puis, parce que je l'aime et je ne veux pas lui faire de mal. Et donc, ils se fréquentent, ils ne sont pas encore mariés, ils se fréquentent. Et puis, David commence à vivre des moments intenses. Tout à coup, quelque chose de difficile là au travail, un sentiment de rejet profond, d'abandon. C'est lourd. Et là, pornographie, réflexe par défaut, réconfort, besoin de me sentir mieux, pornographie. Puis, ça se répète. Pourtant, Solène est toujours là, puis il l'aime, puis il n'y a pas de raison, ils sont heureux ensemble. Mais il y a ça. Alors il se dit, quand je vais me marier, ça ira mieux parce que là, on pourra vivre une sexualité, je vais pouvoir vivre aussi du sexe, et puis c'est sûr qu'une fois que je vais le vivre vraiment concrètement, j'aurai plus besoin d'aller sur les écrans, puis j'aurai plus besoin de me masturber, et puis ci, et puis ça. Ils se marient. Vive les mariés, on peut les applaudir quand même. Et les voilà mariés, les voilà même heureux en mariage. Ils vivent une sexualité, il n'y a pas de problème, tout va bien. Mais David se rend compte que dans des moments précis, d'ailleurs souvent l'homme ne met pas le doigt sur les moments précis où ça arrive. Moi je le dis là parce que c'est l'expérience qui fait que maintenant, quand on travaille avec les couples, on sait toujours que ça correspond à quelque chose, mais souvent l'homme n'en a pas conscience, c'est comme ça, et puis c'est tout, c'est une tentation qui vient, une pensée, des pulsions, mais c'est souvent lié à quelque chose quand même qui vient déclencher. Et donc là, pareil, pornographie. Il y a un moment difficile, c'est intense, c'est fort, c'est pornographie. Pourtant, il a sa femme, il pourrait aller aussi dans ses bras puis rechercher du réconfort, mais l'empreinte par défaut qui est là, c'est l'empreinte sexualité, pornographie. Et là, David est pris avec ça et il va le cacher parce que c'est honteux. Comment je pourrais dire ça à ma femme ? Je l'aime trop, j'ai trop de respect pour elle. Comment elle va prendre ça ? Ça va être une souffrance. Donc, puis je ne pourrais pas le dire à quelqu'un d'autre non plus. Des fois même, on est un peu investi dans l'église, on se dit, je ne peux pas le dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi ? Puis on cache ça. Puis quand on cache un péché comme ça, puis une habitude, c'est sûr qu'on ne va pas s'en sortir comme ça. Donc, c'est caché, puis Solène, elle est là, mais ils sont heureux, tout ça, mais ce qui se passe, c'est que dans leur moment de sexualité, d'intimité, même si c'est bien, c'est chouette, on vit des bons moments, il y a quelque chose qui me dérange. Je le sens, je ne sais pas c'est quoi, je ne sais pas mettre le doigt dessus, je ne sais pas le nommer, mais c'est comme s'il y a quelque chose. Regardez, on va juste schématiser. Je le prends dans mes bras, il me prend dans ses bras. Puis vous voyez, il y a quelque chose entre nous. Puis je le sens. Tu le sens aussi ? Il le sent aussi.
Sauf que lui, il sait c'est quoi. Puis il dit rien parce qu'il essaye d'assumer, mais moi, je le sens. Puis là, encore une fois, toutes les femmes, une fois que c'est découvert et tout ça, sans exception, disent, puis des fois, elles le disent même avant, puis quand on travaille, on découvre qu'il y a ça, mais il y a quelque chose entre nous, il y a quelque chose qui me gêne. Puis souvent, la femme pense que c'est elle. Je pensais que c'était moi parce que je manque un peu de confiance, je pensais que c'était moi parce que... Il y a plein de raisons. Souvent, la femme vit quelque chose, mais elle pense que c'est elle. Puis quand, un jour, parce que ça tombe souvent à la lumière, la femme découvre que, finalement, donc Solène découvre que David a affaire à la pornographie, qu'est-ce qui se passe là, à votre avis? Tremblement de terre. Tout s'effondre. Traumatisme. C'est l'équivalent d'un traumatisme d'ailleurs, ce qui se passe. Ça peut faire après des cauchemars, des choses qui se passent même dans le corps, physiquement, etc. Donc oui, c'est un réel traumatisme. Trahison. Il m'a trompée. Pendant tant d'années, il était censé m'aimer, mais il faisait ça par derrière. Puis on se met à être vraiment blessé, puis c'est légitime. Puis c'est pour ça qu'il ne voulait pas le dire. Parce qu'il sait que je vais être blessée. Donc, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Moi, si je le sais, je vais être blessée, tout va s'écrouler sous moi, je vais prendre la distance, je vais lui en vouloir, je vais être en colère, je vais peut-être même vouloir me séparer. Qui sait? C'est comme un adultère, ça fait la même chose aussi. Mais David, il m'aime vraiment. C'est pas parce qu'il m'aime pas qu'il fait ça, c'est pas parce qu'il n'est pas satisfait avec moi qu'il fait ça. C'est parce qu'il y a eu cette empreinte et cette habitude qui a été prise, et par défaut, il y a comme une habitude et puis une dépendance qui s'est installée. Donc, la conséquence, là, pour l'homme, quand il est là-dedans, c'est qu'il perd de son estime de lui, il a une dégradation de son image de lui, c'est caché, il sait qu'il donne une image en public qui n'est pas la même que celle que lui voit de lui, il peut passer à côté aussi du potentiel même de sa vie, il est fait pour... Dieu a créé l'homme pour qu'il aille dans le mille de la cible, mais l'homme, rien que parce qu'il porte ça sur lui, il peut passer à côté de sa cible parce qu'il n'est pas capable, parce qu'il n'est pas digne, parce que, regarde, je ne peux pas, je ne mérite pas. Et il y en a un qui se frotte les mains parce que pendant ce temps, il a réussi à faire passer David à côté de la cible, à côté du plan merveilleux que Dieu avait prévu. Donc ça, c'est une conséquence. Conséquence chez la femme, je l'ai dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça veut dire qu'il faut le cacher parce que ça fait trop mal? Non. La première chose à faire quand on prend conscience qu'on est avec la pornographie et puis que ça ne va pas, la première chose à faire, c'est de dire la vérité. C'est de le dire. La vérité vous affranchira. Sans aucune exception, chaque homme qui a pris la décision de le dire, ou bien quand la femme l'a découvert et qu'il a été obligé de le dire, eh bien, chaque homme s'est senti soulagé, dégagé. Wow, j'ai comme un poids en moins sur moi. Ça me faisait tellement peur de le dire, c'était comme une honte terrible, mais là je suis dégagée, je l'ai dit, ça va mieux. Ça c'est la première chose, ok? La vérité vous affranchira. Pas obligé forcément de le dire dès le début à sa femme. On peut choisir un partenaire de redevabilité, une personne avec qui on est proche, un homme, s'il vous plaît, si c'est un homme, et puis une femme si c'est une femme, pour dire, voilà, je lutte avec ça, j'en ai honte, je suis gênée, tout ça, mais je lutte avec ça et je veux m'en sortir, je veux te dire ce qui se passe. Et puis on peut faire un processus de redevabilité où chaque semaine, ou chaque 2 semaines, ou chaque mois, on échange entre nous, là, les hommes et puis les femmes, pour savoir comment ça va, est-ce qu'on s'en sort, combien de fois tu as rechuté. Ça va prendre du temps. C'est normal, rassurez-vous, c'est un processus comme de sevrage. Il faut mettre Dieu dans l'affaire aussi, bien sûr. Puis, autre chose d'important, c'est de bien identifier son adversaire. Si moi, je suis là, puis que je suis blessée, profondément blessée, puis que c'est David, je lui en veux vraiment. Comment il a pu me faire ça? C'est pas possible, j'ai de la colère contre lui. Je prends de la distance, c'est normal tout ça. Mais il faut que ça dure juste un temps, puis après, il faut comprendre c'est qui le vrai ennemi. Parce que là, c'est qui le vrai ennemi selon vous? Est-ce que c'est David? C'est le diable qui a utilisé la pornographie, qui marche très bien, pour la mettre entre nous. Donc, le vrai ennemi, la vraie manière, c'est pas que je me batte contre David, puis que je lui fasse mal, puis qu'il me fasse mal, puis qu'il se sente encore plus petit et misérable parce que déjà qu'il a la pornographie, mais en plus, je mérite bien qu'elle me traite comme ça parce que vraiment, je suis... Non, alors là, on a tout faux. Là, on passe aussi à côté même du couple et puis de ce que c'est que la vocation du couple, de se pardonner, de s'aimer, de surmonter les épreuves, de dépasser ce qu'on peut vivre et puis dépasser ça,
ça va vous rendre plus fort aussi. C'est sûr, il faut passer par là, il faut le vivre, c'est pas facile, mais là, au lieu de me battre avec lui, qu'est-ce qu'on va faire? On va se mettre ensemble, puis on va se battre ensemble contre ça. Ok? C'est tout à fait différent. On se bat ensemble avec Dieu, on prie, on se bat ensemble, on s'aime, on se pardonne. Bien sûr, une des étapes à faire, c'est que mon mari me demande pardon, c'est la première des choses. Puis moi, je pardonne quand je suis prête, mais il faut passer par là aussi si on veut être soi-même dégagé aussi, mesdames. Puis là, on se bat ensemble contre la pornographie, contre le diable qui veut... Dieu a créé la famille et le couple pour qu'ils soient unis, beaux, pour qu'ils resplendissent même sur ce monde. Merci. Et le diable, lui, par contre, sa mission, c'est de séparer, de diviser ce que Dieu veut unir. Et il se sert aussi de la pornographie. Donc, se faire aider, je l'ai dit, vive le pardon et demander à Dieu de poser sa main pour une nouvelle empreinte aussi. Peut-être qu'il y a une empreinte qui s'est faite par défaut dans votre sexualité. Première expérience sexuelle qui s'est passée avec quelque chose de biaisé. Là aussi, ce n'est pas une fatalité. Si ça a été la pornographie, ce n'est pas une fatalité. Demandez aussi pardon à Dieu, demandez-lui de restaurer la nouvelle empreinte en vous, repassez une nouvelle semaine de fiançailles, de fréquentation, refaites une nuit de noces, recommencez à zéro, aimez-vous, pardonnez-vous, mais vivez vraiment cette dimension-là, vous allez être plus fort, vous allez vous enraciner davantage. Puis j'ai oublié de dire quelque chose de très important, c'est que quand la pornographie est dans la maison, c'est caché, personne ne le sait tout ça, mais quand il y a des enfants dans la maison, quand on est parent d'enfants, je ne peux pas l'expliquer là, c'est trop long et trop complexe, mais c'est comme si je sers sur un plateau la pornographie à mes enfants. Je leur donne accès à la pornographie. J'ouvre la porte pour eux à la pornographie. D'accord? Prenez-en conscience aussi. Et puis, si vous êtes à l'aise après avec ça, avec le sujet, parlez-en avec vos enfants aussi, pour éviter qu'ils puissent se faire prendre là-dedans, puis avoir des souffrances pour eux, puis pour leur couple. Alors, je vais conclure maintenant, puisque c'est l'heure, et avec cette petite phrase qui dit « Les rapports sexuels sont la célébration de ce qui se passe dans les autres domaines de la vie de couple. » Votre sexualité, elle va être encore meilleure en fonction de tout ce que vous vivez en dehors et puis de ce qu'on a vu ensemble pendant la soirée, puis plein d'autres choses aussi, mais déjà tout ce qu'on a vu ensemble. Et ce soir, je veux vraiment vous encourager à connecter, à parler ensemble de tout ce qui vous a peut-être touché, interpellé. Notez-le en rentrant, puis faites-en des sujets de conversation. J'ai oublié de le dire aussi, mais prenez chaque couple, c'est indispensable, prenez au moins un moment par semaine où vous connectez ensemble émotionnellement et spirituellement. Au moins un moment. On met tout sur off, la télé, les activités, les enfants, les loisirs, les sorties. Juste, c'est notre moment, on connecte. Plus vous allez connecter, plus vous allez vous rapprocher, plus vous allez faire qu'un et plus vous allez être heureux et épanoui. Alors, Jonas va venir pour conclure aussi par la prière, mais vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup pour votre attention ce soir. Ça a été un plaisir de pouvoir partager tout ça avec vous. Merci.